Bonjour chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Alors tout de suite, le comportement du producteur de votre programme d'économie générale et statistique de la première année sciences économiques et de gestion. Alors avant de commencer, je vous invite, chers élèves, de prendre vos cahiers de prise de notes ainsi que vous, calculatrices, pour pouvoir suivre avec moi. À la fin de cette séance, l'élève doit être capable de saisir et comprendre les notions de production, moyenne et marginale, représenter graphiquement les courbes de production et pouvoir déterminer la combinaison optimale des facteurs de production. Cette séquence sera répartie en deux grandes sections. La première sera consacrée à la production à court terme. D'ailleurs, ce sera l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Et la deuxième séquence sera consacrée à la production à long terme. On va commencer par un petit détour à la définition du concept de production. Donc, auparavant, on a dit que la production consiste à combiner des facteurs de production pour créer des biens et des services. Autrement dit, l'entreprise ou le producteur est mené à associer des moyens ou des facteurs pour produire des biens et services destinés à être vendus sur le marché. Alors ici, on se pose une question très importante, c'est que quelle combinaison le producteur doit-il choisir pour une production optimale, c'est-à-dire une production qui assurée par les moindres coûts et en même temps le maximum de profit. La science ou la théorie économique a proposé des hypothèses pour résoudre ce problème. Donc la première hypothèse stipule que le producteur est rationnel et calculateur. C'est-à-dire, le producteur est réputé avoir des finalités et en même temps utilise les moyens les moins coûteux pour atteindre le maximum de production. Également, la deuxième hypothèse, on utilise dans la production uniquement le facteur capital et le facteur travail, c'est-à-dire les facteurs de production que nous avons déjà vus, à savoir le facteur capital, le facteur travail et le facteur naturel, seront réduits dans cette analyse à deux principaux facteurs, à savoir le facteur capital désigné par K et le facteur travail désigné par T. Dans le court terme également, on peut faire varier uniquement le facteur travail alors que le facteur capital reste constant. Pour simplifier, on va se servir d'un exemple, soit un atelier de menuiserie qui fabrique des tables en bois. Les données relatives au nombre de travailleurs et à la production se présentent dans le tableau suivant. Donc on va se servir d'un tableau qui récapitule un nombre de données. Ce tableau est composé par deux colonnes. Une colonne réservée au nombre de travailleurs, donc nous avons 1, 2, 3, jusqu'à 13 travailleurs dans cette entreprise, et une colonne réservée à la production totale, donc une production de 30 réalisée par un seul travailleur, 84 réalisée par 2 travailleurs, et ainsi de suite jusqu'à une production totale de 424 réalisée par 13 travailleurs ou 13 ouvriers. Avant d'entamer le travail à faire, vous pouvez recopier ce tableau sur votre cahier. Travail à faire, on doit, dans la première question, calculer les productivités moyennes et marginales. Deuxième question, représenter dans un même graphique la production totale, désignée par PT, c'est-à-dire production totale. Alors, représenter également la production moyenne désignée par P grand M et la production marginale désignée par P petit m.
Troisième question, commentez ce graphique. Alors, on va voir ce que ça va donner. Avant de calculer, on doit tout d'abord donner une définition à la productivité. Donc, avant de calculer la productivité moyenne ou marginale, on s'approche un petit peu de la définition de la productivité, qui veut dire la capacité d'un ouvrier, désigné par T, c'est-à-dire le travail, à produire et donc à contribuer au rendement de l'entreprise. D'accord? Donc on distingue la productivité moyenne, désignée par PM majuscule, et la productivité marginale, désignée par PM, P petit m. Alors la productivité moyenne, c'est la production obtenue par une unité de travail, c'est-à-dire par un travailleur. Elle se définit par le rapport entre la production totale et le nombre de facteurs de travail utilisés. Ce qui ça va donner, PM est égal production totale sur le nombre d'ouvriers. Donc on va faire une petite application pour le premier exemple. La productivité moyenne du premier ouvrier, on a la production totale est égale à 30 divisé par 1. Ça va donner 30. 30 veut dire 30 tables par ouvrier, où chaque ouvrier produit 30 tables. Alors la productivité marginale, désignée par P petit m, elle correspond au supplément de production obtenu grâce à l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteurs travail utilisés. Grosso modo, la production marginale peut répondre à la question suivante. Quelle est la production supplémentaire obtenue lorsqu'on embauche un nouveau ouvrier? Sa formule est la suivante. PM est égal à la variation de la production divisée par la variation du nombre d'ouvriers. C'est-à-dire, on peut l'écrire autrement, c'est la quantité produite à la date présente, à la date actuelle T1, moins la production à la date T0, c'est-à-dire la production précédente, divisé par la variation de nombre d'ouvriers, cela veut dire le nombre d'ouvriers à la date actuelle, T1, désigné par T1, moins le nombre d'ouvriers à la date T0. Bien sûr, on va utiliser le tableau pour faire notre application. Donc, on va mettre 30 moins 0 divisé par 1 moins 0. Ça va donner 30. L'exemple sera plus clair avec le deuxième ouvrier. Donc on va mettre 84, c'est-à-dire la production à la date T1, moins 30, c'est la production à la date T0, divisé par le deuxième, c'est-à-dire le deuxième ouvrier, moins l'ouvrier, le premier ouvrier, qui correspond à la production de 30. Ça va donner 54. 54 veut dire que la production supplémentaire réalisée est de 54 lorsqu'on a recruté le deuxième ouvrier. D'accord? Donc on va se servir du tableau suivant pour simplifier. On va rajouter deux colonnes. Une colonne réservée à la productivité moyenne. On a dit la productivité moyenne, on peut la calculer à partir du rapport de la production totale sur le nombre d'ouvriers. Et la deuxième colonne sera consacrée à la productivité marginale. On a dit qu'on peut calculer la productivité marginale à partir du rapport, la variation de la production sur la variation de nombre d'ouvriers. Commençons tout d'abord par la productivité moyenne. Bien sûr, zéro production, donc on ne peut rien calculer.
on passe à une production totale de 30. La productivité moyenne est de 30. Pourquoi? Parce qu'on a divisé 30 par 1. C'est le nombre d'ouvriers 1. Ça va donner 30. Deuxième exemple, c'est 84. On divise 84 par 2. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose sur vos cahiers ou en utilisant vos calculatrices. 84 divisé par 2. Ça va donner 42. C'est-à-dire que chaque ouvrier produit en moyenne 42 tables en bois. On va faire la même chose avec la production de 166. Donc, on divise 166 par 3 ouvriers et ça va donner une moyenne de 55,33. C'est-à-dire que chaque ouvrier produit 55,33 tables en bois. Et on va continuer ainsi. Alors, pour le 4e travailleur, ça va donner 65. 5e ouvrier ou le 5e travailleur, 66. Et 7e ouvrier avec une production de 390, donc 55,71. 8e travailleur, ça va donner 50,75. Et on terminera ainsi. D'accord? Donc maintenant, on va passer au calcul de la productivité marginale. Bien sûr, pour le premier exemple, c'est-à-dire avec une production totale de 0, donc on ne peut rien calculer. Le nombre de travailleurs, avec un seul travailleur, la productivité marginale est égale à 30, comme nous avons vu dans notre exemple. C'est-à-dire qu'on a mis 30. Regardez, on veut calculer la productivité marginale de 30. Alors on va mettre 30, c'est la date actuelle, moins 0, c'est la date ancienne, divisé par 1 moins 0, et ça va donner 30. L'exemple sera plus clair avec le 2e travailleur. Pourquoi? Parce qu'on va mettre 84, c'est la date actuelle, c'est la production totale T1, c'est 84, moins 30, c'est la production totale T0, divisé par 2, le nombre d'ouvriers T1, 2, moins le nombre d'ouvriers T0, c'est 1, et ça va donner 54. 54, je récapitule, 54, c'est la production supplémentaire lorsqu'on a employé le 2e travailleur ou le 2e ouvrier. On va faire de même pour les autres productions. Donc ça va donner avec le 3e travailleur, la production supplémentaire est de 82. La production ou la productivité marginale du 4e producteur, c'est 94. Et ainsi de suite. Donc, ça va donner pour le 5e 70, pour le 7e ouvrier une production supplémentaire de 34. Pour le 8e ouvrier, c'est 16. Le 10e, c'est 12. Le 11e travailleur, une production supplémentaire de 8. Et pour le 12e, une production totale, une productivité marginale, donc vous constatez qu'elle est négative pour le 12e et le 13e ouvrier. Donc ce tableau, on va le traiter d'une autre manière en utilisant un repère cartésien. D'ailleurs, c'est l'objet de la 2e question. Donc, ils ont demandé de représenter les données de ce tableau sur une représentation graphique. Ça va donner ceci. Alors, comme vous constatez, une représentation graphique à l'aide d'un repère cartésien orthogonal. On va mettre sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, on va représenter le nombre de travailleurs ou le nombre d'ouvriers. Et sur l'axe
des ordonnées, on va représenter la quantité de production. Pourquoi? Parce qu'au début, nous avons dit que la production est en fonction de facteurs de production. C'est pour cette raison qu'on a mis sur l'axe des X les facteurs de production et sur l'axe des Y la production totale. Avant de passer à la représentation des courbes, que ce soit de la production totale ou la production moyenne ou la production marginale, il faut bien choisir l'échelle. Alors pour moi, j'ai choisi 1 cm. 1 cm représente 5 ouvriers. 1 cm représente un ouvrier. Et ici, sur l'axe des ordonnées, 1 cm représente 50 tables en bois. Alors, après la représentation des courbes, que ce soit la courbe de la production totale ou la courbe de la productivité marginale ou la courbe de la production ou la productivité moyenne, on peut faire les constatations suivantes. Donc, vous constatez que la production totale augmente de manière très vite jusqu'à l'embauche du 5e ouvrier. On constate que la production totale augmente, mais moins rapide, moins vite. Au-dessous, on peut constater que la productivité marginale qui est représentée avec la couleur verte. Donc on constate qu'il y a une augmentation, mais à partir du 4e ouvrier, on constate une diminution de la productivité marginale, c'est-à-dire la productivité supplémentaire, jusqu'à le point d'intersection avec la productivité moyenne. Donc on constate qu'au-delà de ce point, la productivité marginale devient au-dessous de la productivité moyenne. Il s'ensuit que même la productivité moyenne diminue. Récapitulons, le graphique est représenté par 2 phases. La première phase, c'est que la courbe de la production totale croît rapidement. Jusqu'au 5e travailleur, à ce niveau-là, la production augmente, mais moins vite. C'est ce qu'on appelle la phase des rendements croissants. La deuxième phase, on constate qu'à partir du 5e ouvrier, la production ou la courbe de la production totale augmente, mais moins vite. C'est ce qu'on appelle la phase des rendements décroissants. Ce constat est récapitulé dans une loi appelée la loi des rendements non proportionnels ou la loi des rendements croissants et décroissants. La loi, dont la découverte est attribuée à David Ricardo et qui se formule ainsi: tout accroissement de la production par l'un des facteurs, l'autre restant fixe, est d'abord plus que proportionnel à l'accroissement du facteur, ensuite moins que proportionnel. Ainsi, la production totale montre qu'à partir d'un certain niveau de l'emploi du facteur travail, la production totale commence à progresser moins rapide. L'entreprise n'a donc pas intérêt à augmenter indéfiniment le nombre de travailleurs. Autrement dit, cette loi montre que lorsque le facteur de travail augmente par ailleurs, les autres facteurs restent constants. Cela ne conduit pas nécessairement à l'augmentation de la production totale. C'est pour cette raison. Donc je vous donne un exemple. Supposons qu'un entrepreneur emploie de plus en plus des salariés, alors que le nombre de machines reste constant. Il découle de cette situation que les travailleurs se sentent gênés dans l'entreprise. Et pour débloquer cette situation, l'entrepreneur est appelé à investir plus dans son capital, et plus particulièrement le capital
technique. Donc, il se retrouve dans une situation où les deux facteurs de production qui seront maintenant en variation. C'est ce qui sera l'objet, et c'est ce qui fera l'objet de notre cours, la prochaine séance. Merci pour votre attention.